Formé en Allemagne par les plus grands philosophes de l'entre-deux-guerres, Heidegger, qui fut son amant, et Karl Jaspers, qui a été jusqu'au bout son ami, qui avait été son directeur de thèse. Hannah Arendt a vécu toutes les tragédies du XXe siècle et a imposé sa voix controversée à un moment et qui a marqué les débats de l'après-guerre. Julia Kristeva, merci d'être là. Vous lui avez consacré un essai réédité chez Folio que j'ai lu avec beaucoup d'attention. Hannah Arendt nous parle aussi pour aujourd'hui. Oui, absolument. Oui, parce que c'est une femme qui a essayé d'être libre dans sa pensée, malgré l'horreur de la Shoah et les menaces qu'elle a vécues. Et elle a essayé aussi de réhabiliter l'espace politique que nous vivons aujourd'hui avec beaucoup de difficultés, qui s'effritent, qui n'a pas d'avenir peut-être sous la pression de la finance et des médias, et qu'elle a essayé d'anoblir, de constituer comme un lieu d'expression de la liberté. Sa pensée est extrêmement originale, conflictuelle, vous l'avez dit. Elle suscite beaucoup de questions, parfois des hostilités et des critiques encore aujourd'hui, mais je pense que c'est le prix à payer quand on pense librement. Et moi j'étais absolument impressionnée par son travail dès mon arrivée aux États-Unis dans les années 70. J'ai eu la chance d'être accueillie par Partisan Review qui a publié son texte en 1946. Philippe Louis me l'a montré tout de suite. What is Existential Philosophy? Ensuite, l'école The New School for Social Research où elle a enseigné et où j'ai enseigné dans le département. 70, elle est morte en 75. Vous auriez pu la croiser. Quasiment, parce qu'elle habitait pas loin de là où j'habitais, Morningside Drive, près de Columbia University, mais je ne l'ai pas rencontrée, simplement je l'ai beaucoup lu. Il y a un lien particulier entre vous deux? Une filiation, une relation? Ce serait beaucoup dire, parce que je me considère en effet comme quelqu'un qui a survécu à un système totalitaire. Je suis née dans un pays totalitaire et j'ai vécu dans ce pays jusqu'à l'âge de 25 ans. Je suis aussi une exilée, mais dans des conditions évidemment incomparables par rapport à ce qu'elle a vécu. Mais je sais ce que c'est d'être une fille qui vient d'ailleurs, comme elle se définit elle-même. Et quand elle dit « I don't fit », je ne conviens pas, je ne m'adapte pas, j'essaye de faire de cela une devise. Julia Kristeva, en 2006, vous avez obtenu le prix international Hannah Arendt, qui récompense un penseur politique comme elle était elle-même. Et vous citez souvent Hannah Arendt dans ce livre important, Pulsion du temps, chez Fayard, qui vient de sortir et dont on parlera une autre fois en détail parce qu'il est passionnant. Pulsion du temps. Qui est-elle? De quel milieu vient-elle, Hannah Arendt? Hannah Arendt vient d'un milieu juif émancipé. Ses deux parents n'ont pas imposé une réflexion sur la judaïté ou le judaïsme. Elle lui dit d'ailleurs que ce n'était pas à l'ordre du jour dans la famille, mais elle a subi très tôt cette atmosphère antisémite dans le milieu où elle vivait, en Allemagne, et elle avait comme directive de la part de sa mère de ne pas baisser la tête, mais de se battre et de se défendre. Donc elle a vécu cette Allemagne... Le poids d'être juif, elle le sait. Elle le sait, elle le connaît. Mais elle n'a jamais caché qu'elle était juive. Elle non seulement n'a jamais caché, mais elle dit que c'est une donnée, elle ne voit pas comment on peut ne pas être ce qu'elle est. C'est inaltérable. Simplement, pendant son éducation, et c'est une enfant, on a parlé tout à l'heure de la mystique, elle s'intéresse beaucoup à la théologie. Elle veut être étudiante de théologie, elle se rend compte que ce n'est pas possible, elle est fascinée par Kierkegaard, on ne peut pas être juive et théologienne, et elle est fascinée par l'enseignement de Heidegger. Et c'est là qu'elle est... Parce qu'on dit à ce moment-là, c'est le grand penseur du moment. C'est le grand penseur du moment. Elle a 18 ans, lui il en a 31 ou 34. Voilà, il est marié, c'est une grande histoire d'amour en effet, et il restera l'homme de son cœur tout au long de sa vie. Quand elle lui dédie par une lettre qui n'a pas été envoyée, les conditions de l'homme moderne, elle lui dit qu'elle est fidèle et infidèle et elle l'aimera toute sa vie. Donc c'est une façon de dire qui ne trompe personne. Sylvie a parlé tout à l'heure de cette grande passion. Moi je ne dirais pas qu'elle était subjuguée. Elle est très influencée, elle est très admirative, mais elle n'est pas du tout en position de génuflexion et de soumission. Elle n'a jamais été dupe. Elle essaye de dire ça, Julia. Non, mais je ne dis pas que tu veux dire. Je dis qu'on peut laisser entendre qu'elle a une... Et d'autres l'ont dit. Aujourd'hui, non, je vais terminer, puis tu diras ensuite. Ce qu'on
nous dit aujourd'hui autour du film, c'est une sorte de doute quant à sa position anti-nazie. Et cette terminologie qu'elle emploie, la banalité du mal, donne lieu à des traductions, des interprétations qui la rendent particulièrement dubitative, paraît-il. Elle écrit ce grand livre qui est Les origines du totalitarisme. C'est elle qui fait de cette notion totalitarisme une notion qui nous travaille aujourd'hui encore, c'est-à-dire la convergence entre Hitler et Staline en quelque sorte. Pourquoi? Parce que tous les deux, bon, il y a des différences et on peut toujours discuter cela. Mais ce qui est important pour sa pensée aussi et pour nous aujourd'hui, pour la pensée politique aujourd'hui et l'espace politique aujourd'hui, qu'est-ce qui rapproche ces deux systèmes de pensée, ces deux pratiques de pensée? C'est le fait de détruire la pensée, d'uniformiser la pensée, d'empêcher les gens d'être originaux et libres, de massifier l'individu. Et en écrasant la pensée, on finit par faire le pas suivant, écraser la vie et déclarer la superfluité des êtres humains. Et la seule résistance à cela, c'est de développer la liberté de penser. Ou à travers les conseils juifs qui étaient les Judenrat, quelques-uns ont été des canailles, d'autres des saints. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette position-là? C'est vrai, je veux dire, il y a eu des conseils juifs et elle dit elle-même que s'il n'y en avait pas eu, ça c'eût été un chaos et une misère encore plus épouvantable que ça a été. Mais si c'était comporté autrement, dit-elle, j'ai peur que vous me disiez le contraire, dit-elle, il y aurait beaucoup plus de juifs qui auraient résisté ou qui auraient été sauvés. Moins de morts. Enfin, elle le dit à l'envers, oui, elle dit qu'il y aurait eu moins de morts. Bon. Non, mais je crois qu'elle est revenue là-dessus. Elle a retiré le nom de Léo Beck, donc elle a dit que c'est un Führer juif. Elle s'est rendue compte que ce sont des renseignements qui n'étaient pas bons. Mais jusqu'à la fin, elle a maintenu qu'il y a eu des erreurs. Je pense que maintenant, les archives disent autre chose. Les travaux récents et le film de Lanzmann va aussi dans ce sens. Il y a des choses qui sont beaucoup plus fines et sur ce plan, apparemment, elle s'est trompée. Néanmoins, il reste que des politiques ont été menées avec la meilleure volonté de ces personnes pour sauvegarder le maximum de peuples. Et ça n'a pas toujours résisté face à la perversité de la propagande nazie. Dans le film, par exemple, on le voit à travers la correspondance formidable avec Gershom Scholem, qui est lui aussi au seuil, un grand philosophe, spécialiste de la Kabbale, etc. Pendant 30 ans, ils s'écrivent et après le procès, il faut lire, c'est d'une dureté dans le rapport. Oui, il lui demande de faire acte de repentance et il lui reproche son Herzlosigkeit, c'est-à-dire son absence de cœur. Hein, oui, là, de tact et de cœur à l'égard de la communauté juive, d'où elle vient. Alors que jusqu'alors, pardon. Non, ce que je voulais dire, c'est que on ne comprend pas l'attitude de Hannah Arendt, qui en effet, comme vous dites, n'a pas montré de la compassion. Alors pourquoi? C'est une femme qui s'est défendue contre sa propre douleur. Quand elle a vécu les douleurs personnelles, elle a vécu avec ces douleurs verrouillées en elle en prenant des distances, en s'éloignant de cela. La question de la distance est extrêmement importante pour elle. Elle ne veut pas creuser la blessure. Ça lui fait tellement mal qu'elle se barricade. C'est une manière de défense. Et quand elle arrive à Jérusalem et elle voit ce procès, elle ne peut pas entrer dans le chaudron de la douleur. Elle veut regarder ça avec sa réflexion et pas avec ses sentiments. Elle se défend de ses affects. Elle veut défendre les faits, les gardiennes des faits. Elle veut les penser, elle veut essayer de protéger les humains. Elle se situe au niveau de l'histoire et de la pensée, de la pensée, voilà. Mais par rapport à la souffrance, elle se défend de sa propre souffrance. Donc elle n'a pas manque de cœur, elle a une manière de gérer la souffrance qui est la distance. Et quand Gershom Scholem, dans cette correspondance formidable, encore une fois, lui reproche de ne pas avoir ce que, paraît-il, les Juifs appellent l'Ahabat Israël, c'est-à-dire l'amour des Juifs. Alors là, je reprends sa phrase. Voilà. L'amour des Juifs, elle lui répond « Vous avez parfaitement raison de dire que je n'ai pas ce genre d'amour, pour deux raisons. Premièrement, je n'ai de toute ma vie aimé quelque peuple que ce soit, ni l'allemand, ni le français, ni l'américain, ni par exemple la classe ouvrière. Je n'aime en fait que mes amis et je suis totalement inapte à tout autre amour. Et deuxièmement, cet amour pour les Juifs me paraît suspect, étant juif moi-même, je ne m'aime pas moi-même. »
Oui, tout à fait. Il y a ça et il y a aussi quelque chose qui vient du totalitarisme. Elle dit aimer un peuple s'expose à ce que ce peuple, d'un seul coup, devient une masse aveugle et meurtrière. Et donc elle a peur de cette assimilation de la liberté individuelle dans la massification. L'amour ne juge pas. L'amour est une adhérence sans distance. Et elle dit même l'amour est antipolitique et apolitique. Si sa pensée aide aujourd'hui. Par exemple, quand on pense à la situation au Bangladesh, au Pakistan, en Inde, en Iran, dans tellement d'autres pays, est-ce que c'est un penseur pour notre époque? Écoutez, moi je pense que ce que nous avons dit aujourd'hui va dans ce sens. Elle dit « thinking gives strength ». La force aujourd'hui, c'est la pensée. Question, où est la pensée aujourd'hui? Et elle nous dit comment la chercher. Puisque le film invite plutôt à se plonger dans son œuvre, on cherchera cette source de la pensée dans ces pages où elle nous dit que dans l'espace politique, il ne faut pas être quod, quelque chose, mais quid, quelqu'un. Alors, et quelqu'un, ça veut dire quelqu'un qui a une capacité de vita contemplativa, de pensée théorique, c'est-à-dire de se poser des questions. Vous pouvez être... Quelle que soit la place dans la femme. Quel que soit le métier, quelle que soit votre condition éducative ou autre, vous pouvez vous poser des questions. Les questions qui font que vous vous distanciez de là où vous êtes. Alors d'être une mystique. Je disais dès le début, c'est pas être dedans et dehors. C'est la tradition grecque, juive et chrétienne où on retrouve cette possibilité d'être dedans et de dehors pour nourrir la pensée. C'est utile et c'est l'Europe, Jean-Pierre Elkabbach, c'est l'Europe.